Bonjour, bonjour, merci à tous de votre présence nombreuse. Avant de laisser Marie-France Chatin présenter la façon dont se déroulera ce débat qui est en même temps enregistré pour être diffusé dimanche sur les ondes de Radio France Internationale, mais Marie-France qui anime cette émission géopolitique que vous connaissez tous dira ce qu'il en est. Mais je voulais juste en ce moment, bon, bien sûr souhaiter la bonne année, mais avoir quelques mots puisque nous avons eu la tristesse d'apprendre hier le décès de Jacques Boyon qui a été pendant très longtemps membre du conseil d'administration, enfin, et puis qui a été notre président de 2005 à 2012. Jacques était vraiment quelqu'un d'humainement formidable, qui se mettait toujours au service des autres. Et moi, je l'avais connu en 95, j'enseignais à Villetaneuse, on avait un DSS stratégie, je lui demandais s'il pouvait recevoir nos étudiants. Villetaneuse, c'est pas le centre du monde. Il avait tout de suite accepté. Il avait fait un magistral démonstration de ce qu'était la défense devant les étudiants qui étaient ravis de pouvoir venir à l'Assemblée nationale. Et il a toujours, l'Iris et moi-même, on doit beaucoup à Jacques Boyon pour l'apport qu'il a eu. Et il avait un regard très lucide et amusé sur la société. Alors, son nom avait été contre son gré mêlé à l'affaire des emplois fictifs du RPR, mais c'était une autre époque et il a payé, il a été un peu le bouc émissaire d'un système qu'il n'a pas mis en place et d'une autre époque, mais je peux témoigner de son intégrité personnelle, à la fois intellectuelle et morale, qui n'avait jamais été prise en défaut. Et il a toujours été pour nous d'un très grand secours, etc. Et donc je voulais lui rendre hommage parce que c'est toujours triste d'apprendre la disparition de quelqu'un qui nous a accompagnés et auquel l'Iris et moi-même sommes profondément reconnaissants. Et je ne voulais pas entamer ce débat, surtout sur un sujet qui l'aurait passionné, parce qu'il il était secrétaire d'État à la Défense et président de la Commission de la Défense nationale, et il avait vraiment le sens de ce que la France doit être sur la scène internationale, et nul doute qu'il aurait aimé être à ce débat. Voilà, Marie-France, à toi. Bonsoir et merci d'être présent pour ce débat sur l'Europe face au défi de Trump. Nous enregistrons dans les conditions du direct, c'est-à-dire qu'on va voir le générique d'entrée de l'émission, laquelle émission fait 40 minutes, mais 2 fois 20, simplement parce qu'au moment de la diffusion, elle sera diffusée dimanche à 20h10 en heure de Paris. Un journal d'information coupe l'émission en deux, donc on fait comme si on se trouvait... voilà. Tout ça pour expliquer que peut-être que sur les questions du Brexit, on ne va pas entrer de manière trop présente dans ce dossier, simplement parce que d'autres émissions sur RFI le traitent, tout simplement que vous ne soyez pas, et on aura tout le loisir, enfin en tout cas jusqu'à 20h, passer les 40 minutes d'enregistrement de l'émission, de répondre, Hubert Védrine et Pascal Boniface, à vos questions sur ce dossier. Voilà, je crois que Marc, tu as besoin de faire un essai de voix. Pascal Boniface a déjà parlé, donc je pense que c'est OK. Hubert Védrine. Parler le plus près possible. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, ça va. Allô? C'est bon, ça résonne même très fort, c'est bien. Ça donne de la présence dans la salle. Je fais une très rapide présentation, très courte. Je vous présente l'un et l'autre. Je vous dis bonjour. C'est plutôt pas mal si vous me répondez. Et puis, on est poli quand même d'habituellement. On est habituellement poli. Non, mais parfois ça surprend. C'est tout à fait. Bonjour, pardon. On dit bonjour. Voilà. C'est à quelle heure votre émission? 20h10. On pourrait dire bonsoir, mais toute heure dans le monde. Quand il est 20h à Paris, il n'est pas 20h partout dans le monde. Et avec le décalage horaire. Bref, voilà. Donc, on entame, Marc, quand tu veux. Je pense que je n'ai pas besoin du casque. Et voilà, donc simplement, on a un générique d'entrée. C'est toujours bien si vous avez la gentillesse, puisqu'on enregistre dans les conditions du direct, tout en sachant qu'on est à l'Iris. D'ailleurs, je l'annonce. Qu'il n'y ait pas trop de bruit, si vous devez vous déplacer. Et... Oui. Ah, les téléphones portables sont tous sur mode avion. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais je vais m'y atteler moi-même. Et mode avion, ça coupe vraiment. Sinon, en silencieux, il risque d'y avoir des interférences. Ouais.
Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Nous sommes à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, pour débattre autour de l'Europe. L'Europe face au défi Trump. Nos invités, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, président de Hubert Védrine Conseil. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Bonjour. Bonjour. Un requiem, c'est une prière ou un chant pour les morts dans la liturgie catholique. C'est en tout cas la définition qu'en donne le petit Robert. Requiem pour le monde occidental, est-ce que vous n'êtes pas, avec ce titre, Pascal Boniface, en train de plier face au pessimisme ambiant, d'où vient cette idée que nous en sommes là? Ce biais pessimiste nous conduit au fatalisme, à croire que tout effort pour améliorer quelque chose est une perte de temps, et du fatalisme au radicalisme, le chemin n'est pas si long. Alors plutôt que Requiem, est-ce qu'on n'aurait pas pu se satisfaire d'un constat que le monde de l'après-guerre est en train de mourir, que les États-Unis, comme l'Union européenne et comme d'ailleurs l'Amérique latine, donc l'Occident, sont plus simplement entrés dans une période d'incertitude, alors que par contraste, des pays comme la Chine ou la Russie semblent connaître davantage de stabilité et de cohérence? Je ne pense pas que ce soit un livre pessimiste, c'est plutôt un livre qui plaide pour le volontarisme. Et le volontarisme, c'est de l'optimisme. Effectivement, je pense que la notion de monde occidental tel qu'on l'a vécu pendant toute la guerre froide est dépassée historiquement. Et donc, il faut reconnaître ce fait pour se projeter vers le futur. Parce que si on ne le reconnaît pas, on est engoncé dans le passé. On a effectivement des paramètres qui restent figés dans l'histoire profonde de la guerre froide. Et ce monde est révolu. Et donc, si nous ne prenons pas conscience que nous sommes entrés dans un monde nouveau et que cette solidarité occidentale qui était acquise, qui ne devait pas être remise en question, qui faisait qu'on appartenait dans le même monde, qu'on avait les mêmes intérêts et que les autres étaient différents de nous, et qu'il y avait donc l'Ouest et le reste, eh bien, il faut prendre conscience de cela, justement pour se projeter vers le futur et ne pas rester engoncé, encalaminé dans un passé qui est révolu. Mais ce passé révolu oriente encore trop, à mon goût, les esprits et même les décisions. Hubert Védrine. On peut discuter sur le terme requiem, mais sur le fait que ce soit la fin d'un long cycle, on ne peut pas discuter, c'est une évidence. On peut ergoter sans fin sur la définition du terme occidental. Ça remonte d'ailleurs à bien avant la configuration très particulière de l'après-guerre, quand la menace stalinienne a créé en quelque sorte cette alliance. Les vrais fondateurs de l'après-guerre, c'est Staline et Truman. C'est Staline par la menace, Truman par la réponse, en fait. Mais ça remonte à bien avant. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Ça fait longtemps que je parle de la fin du monopole occidental dans l'histoire du monde. Après, c'est le travail des historiens, comprendre pourquoi quelques pays européens, totalement divisés d'ailleurs, en lutte entre eux, ont réussi à coloniser les 3/4 du monde. Pourquoi les 3/4 du monde ont été colonisables, c'est un autre sujet mystérieux pour les historiens, mais on pourrait dire c'est terminé, on est dans autre chose. Donc moi je suis sur la théorie fin du monopole, donc je suis très à l'aise, en tout cas avec la première partie que décrit Pascal excellemment. Il y a des thèses plus radicales. Par exemple, le grand théoricien des relations internationales, le singapourien Kishore Mahbubani, il dit c'est la fin de la parenthèse. C'est pas la fin du monopole, c'est la fin de la parenthèse. Ça a duré 3-4 siècles, maintenant c'est fini, et l'Europe va de toute façon ne plus compter, et ça se passe en Asie entre Asiatiques. Alors après, il y a des disputes sans fin entre Asiatiques, donc je ne suis pas sur la thèse de la fin de la parenthèse, parce que je pense que les Occidentaux en général, même si on a du mal à tenir l'Occident, gardent énormément de puissance, de capacité, sur tous les plans, mais quand même fin du monopole. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on s'adapte à une situation qui n'est pas du tout celle qu'on avait cru, qui est très difficile, puisque les Américains, après la fin de l'Union soviétique, avaient cru dominer l'ensemble. C'est l'époque où je parlais d'hyperpuissance. Et que les Européens, de façon plus ingénue, avaient cru entrer dans le monde sympathique de la communauté internationale et que nos valeurs, etc., allaient gouverner le monde. Mais dans les deux cas, c'est faux. C'est pas du tout ce qui se passe. Donc moi, je suis pas du tout gêné par le terme, et je trouve la partie analytique très très juste. Alors, fin du monopole occidental, fin de la parenthèse et nécessité pour l'Occident de s'adapter à une situation nouvelle. On voit pour l'Europe, Pascal Boniface, un double défi. D'abord, effectivement, cette fin du monopole occidental, et puis quelque chose de tout à fait nouveau dans sa relation avec les États-Unis.
Oui, effectivement, ce qui change, c'est que tout d'un coup, c'est le maître du monde qui ne veut plus du monde qui existe. C'est quand même le patron du monde occidental, Donald Trump, historiquement, depuis Truman, prendre la tête du monde libre. Et là, tout d'un coup, celui qui est à la tête de ce monde libre dit, ça m'intéresse plus, je ne veux plus dominer de la même manière qu'auparavant, et je veux mettre fin à l'OTAN, je veux que les Européens se débrouillent eux-mêmes. Et donc, les Européens sont affolés. Les Européens qui sont shootés à la dépendance stratégique à l'égard des États-Unis se disent, que se passe-t-il, mon Dieu, on va être abandonné. Que se passe-t-il? Et par rapport à un défi de cette ampleur, il devrait s'organiser. Il devrait dire, finalement, ça peut être au contraire une formidable opportunité pour faire ce dont on parle depuis des décennies et qu'on ne fait jamais, avoir une autonomie stratégique européenne. Mais on voit qu'y compris aux États-Unis, Trump dit une chose, mais que l'administration, le Pentagone, le Congrès dit autre chose. Et alors que Trump veut mettre fin à la politique d'hégémonie libérale qui existe aux États-Unis depuis la fin de la guerre froide, Trump et tout l'appareil sécuritaire américain et tous les experts américains disent qu'il faut continuer. Trump est une menace par rapport à cela. Et donc là, il y a effectivement une autre type de parenthèse par rapport à la parenthèse que Hubert Védrine évoquait. C'est une parenthèse pour l'Europe de dire, est-ce qu'il n'est pas temps de s'auto-organiser et de ne pas rester dépendant, surtout que les États-Unis et l'appareil sécuritaire américain et l'OTAN grossissent, à mon sens, une menace russe qui n'existe pas au sens où ils le disent, pour justifier le maintien d'une dépendance. Alors on pouvait accepter, lorsqu'on avait vraiment besoin de la protection américaine par rapport à l'ogre soviétique, on pouvait accepter une certaine dépendance, y compris politique et économique, à l'égard des États-Unis, parce qu'il en allait de notre sécurité. Mais aujourd'hui, on a ce paradoxe d'un président américain qui exige de notre part un plus grand respect, qui a une sorte d'impérialisme à notre égard beaucoup plus fort, par exemple en voulant empêcher les sociétés françaises et européennes de commercer avec l'Iran, alors qu'on n'a plus besoin de sa protection. Donc est-ce qu'il est normal d'être toujours obéissant et de devoir suivre au doigt et à l'œil les États-Unis au nom d'une alliance qui est une notion dépassée par rapport à une menace qui est elle-même dépassée? Alors, Pascal Boniface parle de dépendance des Européens vis-à-vis des États-Unis. Hubert Védrine, les Européens ont presque toujours été, face à l'Amérique, timides et d'une certaine manière divisés. Non, ils n'ont pas du tout été divisés quand ils ont demandé la protection américaine. Ou alors il faut remonter avant, mais si on reprend à 1945, avant, les Européens sont divisés parce qu'ils se battent entre eux et que c'est les batailles des Européens entre eux qui déclenchent les guerres mondiales. Et au bout d'un moment, l'obligation pour les États-Unis, dépassant leur réflexe isolationniste d'avant, d'intervenir quand même. Mais depuis l'après-guerre, non. Ce sont les Européens qui ont supplié les États-Unis, les Européens de l'Ouest. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Européens sont repartis chez eux. Ils n'étaient pas du tout dévorés par l'impérialisme qu'on lit dans les textes de propagande. Ils sont repartis. Et c'est face à la menace soviétique que les Européens, la France en tête à l'époque, les ont suppliés de revenir, de faire une alliance. Ce que les Américains ne voulaient pas du tout. Ils n'ont jamais fait d'alliance. Ils ne se sont pas engagés. D'ailleurs, Washington, dans le fameux testament, disait « Ne vous mêlez jamais des conflits entre Européens ». Finalement, à cause de la menace stalinienne, Truman a arbitré, a imposé au Sénat qui n'en voulait pas l'alliance, avec l'article 5. Ça n'a pas suffi parce qu'il y a eu la guerre de Corée. Donc les Européens ont dit, mais il y a une alliance, mais si on est attaqué maintenant, les Américains, ils sont loin, on va se faire avoir en 3 minutes. Donc les Américains ont accepté d'aller au-delà. Et on a créé l'organisation du traité, le haut de l'OTAN, c'est ça. Les Américains ont dit, écoutez, on revient, mais vous nous avez engagés 2 fois dans des guerres mondiales, ça suffit comme ça. Donc on contrôle tout, ce qui rend service à tout le monde, parce qu'il n'y avait aucun Européen à l'époque capable d'opposer une force militaire quelconque vis-à-vis de quelque menace que ce soit. Donc on a le système de 49. On n'en est fondamentalement pas sorti. On n'en est pas sorti. Il y a des centaines de colloques sur la défense européenne, l'Europe de la défense, essentiellement des colloques français, n'ont pas fait bouger les choses d'un millimètre. Il y a des tas de procédures au niveau européen, il y a des titres, il y a la pesque, il y a des tas de choses, etc. Mais c'est des hamsters qui tournent dans leur roue, ça n'a aucune conséquence sur rien. Fondamentalement, et c'est le problème dans lequel on va être et que Pascal a déjà tout de suite abordé, c'est qu'est-ce que ça signifierait si au-delà de l'analyse historiquement juste, Trump allait par exemple au bout de son mouvement. Une partie de la presse américaine dit mais il veut vraiment aller au bout de son mouvement sur le temps. Le système américain n'y croit pas, parce que c'est aussi pour les États-Unis un élément quand même d'influence extraordinaire, et d'un point de vue américain, ça serait complètement absurde de leur point de vue, de se priver de ce relais. Mais si c'était vrai, si Trump n'est pas simplement
brutal, unilatéraliste, entre autres qualités variées qu'il a, mais réellement isolationniste. Qu'est-ce que ça produirait chez nous? Et donc, il n'y a pas la division dont vous parlez. Je pense un peu au général de Gaulle, Hubert Védrine. Le général de Gaulle, c'est quand? Le général de Gaulle, d'abord, au début, il ne voulait pas sortir de l'Alliance. Il a fait le mémorandum de 58, il est finalement sorti en 66. S'il avait eu Nixon et Kissinger en face de lui, ils auraient eu un accord pour changer l'Alliance. Il n'aurait pas eu à sortir. Il est finalement sorti en 66, et après, on a vécu sur le gaullisme, puis le gaulo-mitterrandisme, etc. Mais tout ça, c'est un autre monde. Aujourd'hui, en réalité, si vous prenez les Européens face au phénomène, que décrit très bien Pascal, ils sont terrorisés par l'idée d'un retrait américain vrai. Terrorisés. Donc c'est ça qu'il faut qu'on creuse, à mon avis. Est-ce que ça peut produire autre chose en Europe aujourd'hui que cette espèce de tétanisation par la trouille? À quoi ça conduit? S'ils disent vraiment maintenant, débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Madame Merkel a dit une chose importante en 13 ans, qui est l'an dernier, après avoir vu Trump, et quand elle a dit c'est épouvantable, on ne peut plus vraiment compter sur eux, donc il faut s'organiser mieux entre nous. C'est important, c'est la première fois qu'un chancelier allemand disait ça depuis l'après-guerre. Ça n'a rien produit. Donc je pense que là où on peut faire avancer le schmilblick, ensemble peut-être, c'est de voir qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'en Europe, l'idée de s'organiser mieux face à cette hypothèse progresse. C'est pas sûr. Hein. On peut avoir le chaos, on peut avoir un vaste mouvement neutraliste, hein, neutraliste pacifiste, on peut avoir un désordre absolu entre Européens. Bon, faire sortir de ça l'hypothèse que tu espères et que tu esquisses, comme moi, bien sûr, depuis longtemps, dans ta deuxième partie, c'est pas jouer d'avance. Alors, s'organiser mieux, pardonnez-moi, s'organiser mieux pour les Européens, qu'est-ce que cela signifie, Pascal Boniface? Simplement sortir de la dépendance, c'est-à-dire dire qu'on a une autonomie et qu'on n'a pas à suivre parce qu'on a peur d'être lâché la politique américaine, qu'il s'agisse de la politique à l'égard de Moscou ou dans d'autres secteurs. On a là un président américain qui veut à la fois se retirer et nous imposer ses desiderata de façon beaucoup plus forte que ses prédécesseurs. Jamais dans l'histoire, il y a eu un président américain qui a voulu autant imposer sa volonté. Même à l'époque de la guerre froide, le président Reagan ne voulait pas qu'il y ait le gazoduc qui parte de Russie. Les Européens, de l'Union soviétique plutôt d'ailleurs, les Européens ont résisté. Et là, on a un président qui a encore plus d'exigences. Donc, il faut effectivement faire corps. Alors, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la dépendance, qui n'est plus nécessaire aujourd'hui, a créé des habitudes. La dépendance stratégique, c'est toujours difficile de sortir d'une dépendance, quelle qu'elle soit. Et donc, les Européens sont, depuis 1949, effectivement, habitués à une dépendance à l'égard des États-Unis, dans un premier temps qui était indispensable, parce que l'Union soviétique était réellement menaçante et que l'Europe était incapable de s'organiser. Dans un deuxième temps qui était utile, mais moins indispensable, parce que l'Europe avait plus de moyens d'exister, et qui maintenant est inutile, puisque en fait, on peut se demander si l'OTAN est une protection ou au contraire un facteur d'aggravation des tensions en Europe. François Mitterrand s'était opposé à l'élargissement de l'OTAN. Georges Kennan, qui était le maître à penser de l'endiguement, a dit que c'était la plus grave erreur, une des plus graves erreurs stratégiques qu'ont fait les États-Unis. Effectivement, l'élargissement de l'OTAN est venu faire peur à la Russie, qui voit ça plutôt comme une période d'encerclement. L'OTAN dit on est une alliance défensive, donc il n'y a rien à craindre. Mais si vous avez quelqu'un qui est à 10 mètres de vous et qu'il se rapproche de vous, qui vient en face, vous n'allez pas dire il est sur la défensive. Vous allez dire que c'est plutôt une tendance agressive. Et c'est ce qu'on fait, l'OTAN. Mais l'OTAN a besoin d'avoir une menace russe, parce que s'il n'y a pas de menace russe, eh ben, l'OTAN, on plie boutique, on défait tout cela, et il y a des positions intéressantes qui n'existent plus. Donc l'OTAN est utile, un, pour ceux qui y travaillent, etc., et deux, pour les États-Unis, parce que c'est une façon d'être une puissance européenne et de diriger. On le voit pour ceux qui sont persuadés que la Russie peut envoyer ses chars pour les envahir. Eh bien, dès que les États-Unis grondent un peu, ils sont au garde à vous. Alors l'OTAN est l'appareil militaro-industriel américain, on l'a bien compris. Qui n'a jamais été aussi fort, parce que en fait Trump veut à la fois s'attaquer à lui et le conforter. Il a voulu s'attaquer à lui en mettant fin à la politique d'hégémonie libérale, en ayant une intuition qui n'est pas idiote, dire quel est le plus grand défi stratégique actuel et de demain pour les États-Unis. C'est pas la Russie, c'est la Chine.
Et par exemple, quelqu'un qui n'est pas tellement favorable. Déjà Obama. Hein. Voilà. Et donc, est-ce qu'il est nécessaire de pousser la Russie dans les bras de la Chine? Et même Obama y a contribué, puisque Obama, lorsqu'il arrivait au pouvoir, avait dit qu'il allait mettre fin au système de défense antimissile, qui est un chiffon rouge pour les Russes, en disant que ce système était basé sur des technologies non prouvées, avec un financement inexistant et par rapport à une menace qui n'existait pas plus. Mais il a cédé, Obama a cédé au complexe militaro-industriel américain, pour qui ce système de défense antimissile est vraiment le cœur, quelque chose de très important. Donc en fait, on vient provoquer les Russes pour ensuite se plaindre qu'ils sont crispés et pour justifier l'élargissement de l'OTAN et l'augmentation des dépenses militaires à l'égard de la Russie. Hubert Védrine. Je ne suis pas en désaccord avec ce que vient de dire Pascal, et il y aurait beaucoup à dire sur les occasions manquées dans les relations entre l'Europe, les États-Unis et d'autre part la Russie, d'après l'URSS, notamment pendant les 2 premiers mandats de Poutine. Après, c'est un peu plus compliqué, mais en partie de notre fait, en réalité. Donc, il y aurait des choses à dire. Il faudrait reprendre le débat, parce que ceux qui sont attachés viscéralement à l'OTAN aujourd'hui, encore plus que le complexe militaro-industriel qui n'a pas disparu, ce sont les Européens. Donc là, on retombe quand même sur un problème très compliqué pour nous. Particulièrement les Européens du centre et... Non. L'Allemagne. Tout le monde. L'Allemagne, elle a eu 250 occasions depuis 20 ans de dire oui, on va avancer avec l'Europe dans une Europe de la défense en dehors des déclarations creuses. Hein. Non, il ne faut pas croire que c'est que les Polonais. C'est pas que le complexe aux États-Unis. Donc c'est très compliqué dans le travail que nous avons à faire pour déterminer les chemins pour avancer. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à ça, c'est que le livre de Pascal est centré sur la question américaine. C'est tout à fait logique, puisque les Américains ont contrôlé le monde, en tout cas le monde occidental, et au-delà pendant longtemps. Mais en termes de dépendance, tu parles de dépendance, hein, les Européens, il n'y a pas que ça. On est trop dépendant des États-Unis. Ce n'est pas tellement qu'ils ont une volonté plus grande, c'est que dans l'économie mondialisée, ce qui a pas mal d'avantages, financiarisée, beaucoup de risques, dollarisée, numérisée, les États-Unis peuvent utiliser leur scandaleuse politique d'unilatéralisme et de sanctions et contrôler beaucoup plus le système mondial qu'il y a 10 ou 20 ans. Ce n'est même pas une question de volonté. C'est qu'ils arrivent à mettre la main, vous voyez, toutes les politiques de sanctions par rapport à des pays ou des entreprises qui les gênent, etc. Donc, il y a les États-Unis. Mais Poutine, encore une fois, je suis pour une politique plus réaliste par rapport à la Russie. Mais ce n'est pas vrai que Poutine ne pose aucun problème de voisinage. On a certainement eu tort dans la gesticulation sur l'élargissement à l'Ukraine en particulier, mais il faudrait reprendre les choses sur une base réaliste, avec des compromis de part et d'autre. Et on ne peut pas dire que les Russes, notamment en matière cybernétique, ne cherchent pas à trouver les failles du système. On peut me dire que les Américains ont fait 1000 fois plus efficacement depuis des dizaines d'années. Il n'empêche que, et pour une grosse moitié des Européens, c'est un problème qu'on ne peut pas escamoter. Mais il n'y a pas que ça. La Chine, même avant le gigantesque projet Route de la Soie, la Chine organisait des sommets avec certains Européens membres de l'Union européenne, mais qui ont besoin de l'argent chinois, et plusieurs pays candidats que l'Europe ne peut pas accepter, puisque aucun traité d'élargissement serait ratifié nulle part en ce moment en Europe. Bon. Donc il y a une stratégie chinoise qui ne divise pas l'Europe, elle utilise les divisions qui existent déjà. Il n'y a pas que ça. Il y a Erdogan qui prétend dicter les endroits où on peut faire des meetings pour son parti en Europe ou pas, ou les imposer quand les gouvernements ne veulent pas. Il y a évidemment la politique de Netanyahou qui a réussi à neutraliser à peu près toute expression européenne en matière de Proche-Orient. Il y a évidemment le financement wahhabite pendant 30 ans, la pire forme, la plus régressive, la plus dangereuse de l'islam à peu près partout dans le monde où il y a des musulmans, y compris en Europe. Il y a évidemment, alors le projet des islamistes en tant que tel, c'est encore autre chose. Il y a évidemment les mafias qu'il ne faut pas oublier. Il y a les entreprises géantes genre GAFA ou les équivalents chinois. Il y a l'ensemble des partisans, enfin des participants à l'économie de la traite qui s'est reconstituée en Afrique et qui gagnent plus d'argent que la drogue. Tous ces gens-là ont un point commun, c'est que l'Europe, c'est un ventre mou pour eux. C'est un supermarché. On prend ce qu'on veut dedans, et de toute façon, on se fiche complètement des dispositifs européens, on sait très bien comment les contourner, etc. Donc il y a Trump en tête, et ça justifie bien un livre comme celui-ci, mais il y a tout l'ensemble. Donc si on sort du système mondial, qui était un système de dépendance, en ce qui nous concerne par rapport à ça, lié à l'histoire de la guerre froide, on est dans quoi? Et quand tu dis réduire la dépendance, je suis archi d'accord. Il faut des feuilles de route pour réduire la dépendance sur chacun des points, en fait. Comment on va faire sur chacun des points? Avec quels alliés? Comment on va faire? Donc je suis d'accord sur la ligne. Comment on fait? Ça passe pas que par
la dépendance par rapport aux États-Unis qu'on arriverait à construire si les Européens étaient capables de s'organiser pour se défendre ensemble à un niveau suffisant. Et puis d'autre part, pour reconstruire des systèmes financiers genre SWIFT qui soient capables d'échapper aux chasseurs de primes américains, etc., etc. Donc je ne contredis pas, j'élargis l'interrogation. Et je regrette de la rendre encore plus difficile en disant ça. Et je vous propose de poursuivre dans la deuxième partie de l'émission. On a bien compris, en tout cas, réduire la dépendance avec 2 questions. Comment faire et avec qui? Géopolitique, nous retrouvons nos invités Hubert Védrine et Pascal Boniface après le journal. À tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. Géopolitique, nous sommes à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, pour débattre autour de l'Europe. L'Europe face au défi Trump. Nous retrouvons nos invités. Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, président de Hubert Védrine Conseil, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Nous avons terminé la première partie de l'émission avec Hubert Védrine, qui, de même que Pascal Boniface, était d'accord sur la nécessité pour l'Europe de réduire sa dépendance, en particulier vis-à-vis des États-Unis. La question qui se posait, c'était comment faire et avec qui. On peut juste rappeler pour nos auditeurs que l'Europe, c'est moins de 7% de la population mondiale et moins de 22% de la richesse mondiale. Ça replace les données avec quelques chiffres. 50% des prestations sociales mondiales. Ça montre un poids aussi. C'est dire aussi les déséquilibres et les incertitudes. Alors, réduire la dépendance, comment faire et avec qui? Tout d'abord avec Pascal l'Allemagne. Boniface. Je serais moins pessimiste qu'Hubert Védrine sur la capacité de l'Allemagne de rebondir. L'Allemagne est divisée. C'est vrai que historiquement, l'Allemagne doit sa protection depuis le blocus de Berlin aux États-Unis. Et même lorsque De Gaulle proposait à Adenauer d'aller un peu plus loin, le Congrès allemand bloquait parce que il disait non, on a besoin de la protection américaine. Après, la réunification, c'est un peu différent. On a vu quand même que l'Allemagne s'est opposée avec la France à la guerre d'Irak. En 99, Schröder s'est opposé au système de défense antimissile en disant que c'était un système inutile, voire même dangereux. Donc l'Allemagne est capable de réagir. Là, en fait, l'Allemagne est divisée. Pourquoi? Les militaires allemands, ils sont biberonnés à l'OTAN. Pour un militaire allemand, l'armée allemande, ça ne sert pas à grand-chose. Et par contre, c'est à l'OTAN qu'il y a les grades intéressants, les champs de manœuvre intéressants, etc. Donc les militaires allemands sont complètement otanisés. Le fait de quitter l'OTAN, c'est demander à quelqu'un vraiment de sortir du cocon, etc. C'est impossible pour un militaire allemand de penser comme ça. Les milieux académiques et civils sont plus disponibles. Ils sont horrifiés de ce que dit Trump. Ils ont aussi quand même besoin d'affirmer la puissance allemande. Mais la grande crainte allemande pour l'instant, c'est de dire attention, si on s'oppose aux États-Unis, que va-t-il se passer si le marché américain se ferme et qu'on ne peut plus vendre nos Mercedes aux États-Unis? C'est ça la grande crainte allemande. Mais sinon, les Allemands on sont quand même un peu, justement, ils peuvent bouger et c'est le travail le plus important que la France a à faire, c'est d'entraîner l'Allemagne avec elle. Alors, bien sûr, c'est pas toujours, c'est une tâche relativement importante. Et en fait, pendant très longtemps, la France a eu peur de la puissance allemande. Maintenant, on doit l'espérer. Parce que c'est une Allemagne qui soit un peu plus puissante, qui pourra s'affranchir des règles psychologiques et politiques de la dépendance culturelle et historique à l'égard des États-Unis. La France qui, Hubert Védrine, se retrouve particulièrement fragilisée depuis plusieurs semaines. Il est vrai aussi que l'image de notre pays dans le monde
c'est d'une certaine manière détérioré. Est-ce que tout cela donne moins de poids finalement au président Macron dans tout ce chantier que vous évoquez l'un et l'autre on sent que voilà, c'est un coup sur la tête. Je vais revenir au sujet allemand dont parle Pascal, mais je veux bien dire un mot sur ce que vous dites, c'est conjoncturel ça. Parce qu'en fait, dans à peu près toutes les sociétés mondiales aujourd'hui, les dirigeants qui sont à la merci, dans les sociétés ultra informées, ultra connectées, dans lesquelles les gens, notamment dans les démocraties, mais même ailleurs, n'acceptent pas de confier longtemps leur sort à qui que ce soit. Donc ils disent quelqu'un, ils sont furieux 8 jours après, bon, et ils ont des moyens d'expression gigantesques qu'ils n'avaient pas avant. Donc même dans les pays où traditionnellement les gens ricanent quand il y a des problèmes en France, ils se sentent pas tout à fait à l'aise en fait. Donc ils voient évidemment, ils trouvent que la situation en France est disproportionnée, caricaturale, tout ce qu'on veut, mais c'est pas comme s'il y avait des problèmes brusquement en France, dans un monde qui marcherait très bien, avec une démocratie représentative, super. C'est pas du tout ça la situation, pas du tout ça. Donc on verra par la suite. Je voudrais revenir à la question allemande parce que Pascal a raison de recommencer par là en disant qu'est-ce qu'on fait avec qui, c'est la question que vous posiez. Je pense pas être pessimiste, je pense être très expérimenté sur la question allemande. Ça ne veut pas dire que ça va pas bouger, mais il faut bien mesurer quand même les choses. Hein. Tu as parlé de Schröder. Si Schröder était resté chancelier, je pense que ça serait très différent. Et là-dessus, il y a un bilan qui n'a jamais été fait, parce qu'il y a une sorte de révérence automatique par rapport à Mme Merkel, alors qu'en réalité, la réunification, c'est grâce au fait que Gorbatchev a laissé faire, et que Kohl, finalement, a adopté les bonnes positions, et c'est grâce à Schröder qu'a redonné la compétitivité à l'Allemagne. Mme Merkel a été une géniale tacticienne, mais sur le plan vision à long terme, stratégique, politique, etc., elle n'a pas apporté grand-chose, sauf la question que je citais tout à l'heure, et qui est encore sans réponse. Est-ce qu'il y a des signes d'évolution ? Attention à ne pas les surinterpréter. Schröder n'est plus là. Il n'est plus là. D'autre part, même quand il y a des cas absolument incontestables, menaces djihadistes, islamistes ou ce qu'on veut, sur le Mali, le gouvernement malien appelle à l'aide. Tous les gouvernements voisins africains, quoi qu'ils pensent de tout ça, appellent à l'aide. Le Conseil de sécurité est d'accord, tout de suite. Tout de suite. Le seul pays au monde disponible pour faire ça, jusqu'à ce qu'un jour il y ait une armée de l'ONU, c'est la France, qui a gardé institutionnel, capacité militaire, etc. La France y va. Longtemps après, les Allemands font un petit quelque chose, difficilement. Ils fournissent un hôpital de campagne. Quand il y a des militaires allemands, ils ont l'instruction d'être désarmés. Dans le cas le plus évident, incontestable, critiquable par personne, absolument évident, Conseil de sécurité. Les évolutions sont minuscules pour le moment. Et quand les ministres de la Défense des deux pays, Mme von der Leyen et Le Drian, puis après Florence Parly, ils font des listes qui sont intéressantes, qui sont sympathiques, de ce qu'on pourrait faire mieux ensemble, rien ne va très loin en fait. Même en matière de coopération industrielle, ça prend des années, c'est horriblement compliqué. La plupart des autres préfèrent acheter américain pour les raisons que tu rappelais, etc. Donc il y a peut-être des think tanks, il y a des petits groupes en Allemagne qui disent qu'il faudrait peut-être évoluer, peut-être, mais ça reste très très fragile. Alors peut-être à nous de l'alimenter par des propositions intelligentes, mais pour moi ça va pas très loin. Et l'opinion n'est pas du tout sur cette ligne. Et l'opinion s'accroche à l'idée qu'on n'a pas besoin en fait. Qu'on n'a pas, même que si on n'a plus la protection américaine, on n'aura pas besoin de faire une Europe puissance, que tout ça c'est dégoûtant, c'est affreux, c'est dépassé, mais le monde étant le chaos que l'on connaît, ce n'est pas dépassé. Alors moi je suis en tout cas pas du tout sûr que ça évolue rapidement, ou alors il faut à un moment donné bousculer les choses, et je voudrais citer une proposition de quelqu'un qui est assez différent, qui est plutôt sur une ligne européiste classique, qui est Giuliani, avec la Fondation Schuman. Il a proposé, à partir du traité franco-britannique de coopération en matière de défense, dit de Lancaster House, qui, Dieu merci, n'est pas lié au mécanisme européen, donc qui demeure, quelle que soit l'issue des péripéties Brexit par rapport à ça. Il a proposé que ce soit étendu à l'Allemagne, ce traité, pour faire le début du noyau, du pilier par rapport à ça. Je trouve que c'est une idée qui demeure extrêmement intéressante et qu'à un moment donné, pour vérifier si tu as peut-être raison dans le début d'évolution des idées, mais à un moment donné, il faudra prendre nos responsabilités et mettre les Allemands au pied du mur. Pas d'une façon idiote, ni humiliante, ni rien. Il faudra voir comment on consent ça. Mais à un moment donné, il faudra leur dire, vous voulez ou pas ?
puisque vous-même vous craignez cette évolution. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui peut bouger, ce sont les Pascal industriels. Parce qu'il y a en fait une peur commune des industriels d'être concurrencés, voire exterminés par l'industrie américaine. Donc les industriels, notamment de la défense allemand, là je ne parle pas des exploitateurs automobiles, mais il y a des secteurs qui savent très bien, si les militaires allemands ne voient pas en dehors de l'OTAN de salut, les industriels de la défense allemand savent que s'ils ne s'allient pas avec les Français, ils seront tués en termes de concurrence par l'industrie américaine. Et donc la survie de l'industrie allemande et européenne passe quand même par des alliances européennes pour justement faire face aux défis américains. On a l'exemple malheureux qui est rappelé par l'actualité et éditoriale de Alstom et General Electric. Eh bien, il ne faudrait pas que on voit que certains pays européens continuent d'acheter des avions américains comme la Belgique récemment et non pas des avions européens. Il faut que le prochain avion de combat ne soit pas, il n'y ait pas un avion allemand d'un côté et un avion français de l'autre, mais que ce soit un avion franco-allemand, voire européen, si l'on veut continuer à exister en termes d'industrie. Et là, il y a peut-être effectivement des intérêts réellement communs par rapport à une volonté de tuer la concurrence de la part de l'industrie américaine. La Russie, j'aimerais qu'on en dise quelques mots. On a bien compris que le découplage entre l'Europe et l'Amérique fait, me semble-t-il, alors peut-être c'est à débattre, de la Russie le premier bénéficiaire. Quel défi pour l'Europe? Hubert Védrine, vous disiez précédemment que vous étiez pour une politique plus réaliste vis-à-vis de la Russie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je fais partie des gens qui considèrent que l'état actuel des relations entre l'Europe et la Russie est absurde et que les torts sont partagés par rapport à ça. Je ne suis pas un pro-Poutine naïf, hein, et je sais très bien quels sont les problèmes réels posés par la Russie à ses voisins historiquement. En même temps, c'est absurde qu'on ait aujourd'hui de plus mauvais rapports avec la Russie qu'on en avait avec l'Union soviétique pendant les 20 à 30 dernières années de la guerre froide. Après que Kissinger, notamment, ait mis en place des mécanismes de gestion. Déjà, il y avait eu le téléphone rouge au moment après la crise de Cuba. Et il y avait pendant longtemps des sommets, des grandes négociations de limitation des armements, SALT, de réduction, START. Et il y avait quelque chose, je ne parle même pas de la période Gorbatchev, c'est encore autre chose. En tout cas, ça a été géré beaucoup mieux, c'était moins pire. À une époque où l'URSS était beaucoup plus dangereuse que la Russie d'aujourd'hui, beaucoup plus menaçante. Là, il ne faisait pas de toutes les cyber-attaques criminels parce que ça n'existait pas, mais enfin il y avait de l'espionnage à grande échelle, il tuait pas un ou deux espions qui avaient trahi, hein. C'était des par paquet par rapport à ça. Bon. Et donc même dans cette période, il s'est trouvé des réalistes très très intelligents pour dire c'est quand même notre intérêt en fait d'avoir de moins mauvais rapports, ce qui a été construit, etc. On n'a même pas ça aujourd'hui. Donc je trouve que l'engrenage, même si je comprends qu'on ait dû réagir à chaque étape exagérée des comportements russes, l'engrenage est stratégiquement idiot. Et en pratique, ça pousse la Russie du côté chinois, ce qui les terrorise, puisque je rappellerai que de l'Oural jusqu'au Vladivostok, il y a au maximum 20 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Même moins. Même moins. 13,5. Il y a plusieurs spécialistes dans la salle extraordinaires qui ont mesuré chaque habitant de la Sibérie. Mais en tout cas, c'est juste une banlieue d'une bourgade moyenne chinoise, quoi, en quantité d'habitants. Donc il y a une espèce de terreur russe. Et notre politique, qui encore une fois peut être justifiée au jour le jour, surtout dans des époques et dans des sociétés où on mène la politique étrangère un peu à la remorque de l'opinion du jour, bon, ce qui est absurde, tout ça est idiot stratégiquement. Donc quand Macron dit il faut réarrimer la Russie en Europe, je trouve la formule bonne. Après, oui, comment, quel est le chemin, comment faire? Voilà sur le plan de la Russie. Mais il faut le faire sans naïveté. Je pense, comme le pensait Brzezinski à la fin de sa vie, et comme le pense Kissinger, que c'était une idiotie d'agiter la menace de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, qu'il fallait plutôt imaginer un statut de neutralité intelligent. En revanche, je comprends que les pays baltes, vu là où ils sont, vu le passé, vu les minorités russes, aient besoin d'une réassurance. Donc il ne faut pas, je ne suis pas noir et blanc sur le sujet. On a absolument besoin d'une autre politique russe. Mais on revient à notre question d'avant. Le on, c'est qui? Si c'est que nous, Français, ce serait bon, très bien qu'on le dise plus, d'ailleurs plus clairement, plus nettement. Si c'était nous avec les Allemands, ça aurait marché avec Schröder. Ça c'est la politique que tu rappelais, Chirac, Schröder, Poutine. C'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut relancer ça? C'est pas évident. Vous voyez? Mais en tout cas, je suis pour aller dans cette direction, dans l'affaire russe. C'est pas le centre du monde. Hein. La vraie question, c'est la question américano-chinoise, en réalité. Mais quand même, on ne peut pas le négliger. Pascal Boniface.
Oui, effectivement, il faut ne pas confondre ce qu'est la société russe et ce qu'est la politique étrangère de la Russie. Il est évident que la Russie est un régime autoritaire, que la justice est contrôlée, donc il n'est pas question de créer une ode à Poutine et de chanter ses mérites, mais c'est de voir quel est notre intérêt. Est-ce que notre intérêt est de crisper la Russie par l'élargissement de l'OTAN, la mise en place d'un système de défense antimissile, etc., et de prendre des sanctions, parce que cette idée même de sanctions, d'ailleurs, on parle de sanctions internationales, non, ce sont des sanctions occidentales. Le reste du monde n'a pas sanctionné la Russie, et lorsque nous proclamons des sanctions à l'égard de la Russie, on confond le tout et la partie. Nous ne sommes pas le monde, nous sommes le monde occidental. Et donc on confond les choses, et pendant ce temps-là, Poutine va à Fortaleza le même jour, et il est accueilli très bien, pas seulement par la dictature chinoise, pour reprendre le discours dominant, mais également par Dilma Rousseff, par le Premier ministre indien et le président sud-africain. Et donc, en fait, c'est vraiment la prophétie autoréalisatoire. À force de crisper la Russie, elle a un comportement effectivement autoritaire que l'on perçoit comme agressif, mais il faut voir les capacités. Le but de Poutine n'est pas de recréer l'Union soviétique, il est trop réaliste pour le savoir. Mais c'est vrai qu'on a voulu, et je reprends une expression d'Hubert, on avait espéré qu'après la fin de la guerre froide, les Russes deviennent européens. Ils sont restés russes. Ils sont restés russes et ça nous a surpris désagréablement. Et donc cette volonté occidentale d'imposer un peu les normes en dehors ne peut pas fonctionner. Et là, on se retrouve pris dans la contradiction parce que l'Europe a suivi les Américains dont le commerce avec la Russie n'est que 1% de leur commerce international. Donc c'est pas très grave pour les Américains de décréter des sanctions à l'égard de la Russie. Mais nous, ce n'est pas le même cas. Et donc on suit aveuglement les Américains sur ce thème de sanctions, comme si nous étions les maîtres et qu'il y a des élèves que l'on peut sanctionner. Et ensuite on est prisonnier. Et on a effectivement, alors que Poutine rêvait d'une bonne relation avec l'Union européenne, on a une Russie dont le comportement peut poser problème, mais on peut soit continuer comme cela, et c'est un peu le but de l'OTAN. L'OTAN a besoin, une fois encore, d'une Russie qui paraisse agressive pour justifier sa permanence et sa croissance, alors qu'on pourrait dire sortons de ce jeu et établissons une relation plus détendue et plus normale avec la Russie, parce qu'effectivement, il est quand même tout à fait ahurissant que l'on soit, qu'on ait des relations on ne peut pas se voir, etc., qu'on ait des relations plus presque crispées que du temps de la guerre froide où il y avait des ententes, des sommets et on savait parler de points communs. Les États-Unis, Donald Trump à la Maison-Blanche considère globalement ses partenaires comme des handicaps, non plus comme des atouts. Je parle là des Européens. Est-ce qu'on voit avec le temps tout de même Donald Trump réaliser peut-être davantage l'importance de l'Europe ou est-ce qu'on cherche absolument à se rassurer, Hubert Védrine? Non, ça n'a pas changé dans son esprit. Trump, d'abord, c'est pas une parenthèse. C'est certainement un mouvement plus long, même après Trump. Il y a eu des signes annonciateurs aux États-Unis, comme d'ailleurs en Europe, du décrochage des peuples, classe populaire, puis classe moyenne, par rapport à la mondialisation telle qu'elle a été menée, puis l'intégration européenne. Donc, c'est pas tellement étonnant, ça arrive un jour ou l'autre. Le raisonnement de Trump est en effet totalement, on va dire, égoïste, centré sur sa vision, son électorat, sa base électorale, dans laquelle les évangélistes d'ailleurs pèsent très 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 lourd sur le plan des politiques étrangères. Et il veut réimposer, il veut arrêter ce déclin relatif, il veut engager le grand bras de fer avec la Chine, alors que l'ensemble du système dont on a parlé tous les deux en reste au bras de fer de la guerre froide avec la Russie, même si c'est disproportionné, décalé, etc., parce que c'est leur raison d'être, enfin, c'est leur mode de fonctionnement. Sur la question chinoise, il faut quand même noter que Trump, même les gens qui haïssent Trump et qui seraient contents de le voir en prison après-demain, le soutiennent sur la Chine. Ils considèrent que Kissinger était génial il y a 40 ans, que ça a marché très bien pendant très longtemps, que maintenant ça ne marche plus, et qu'ils se sont fait avoir, et qu'il est temps de stopper ça. Donc il y a un certain soutien qui peut continuer après lui. Donc l'Europe, par rapport à ça, à mon avis, pour Trump, c'est rien du tout. Je pense même pas qu'il concentre quelques minutes au fait de qu'est-ce que je peux faire pour affaiblir l'Europe. C'est même pas son sujet. Vous savez, les Européens, il y a une sorte de prétention masochiste en disant ils sont tous contre nous, ils veulent nous détruire parce qu'on représente je ne sais quelle valeur, tout ça. C'est même pas le cas en fait. Les puissances mènent leur propre projet et puis elles se disent puisque les Européens sont incapables ou divisés, on va en profiter. Donc je pense pas que Trump ait un projet par rapport à nous. Il a un projet par rapport à l'Allemagne. Il veut mettre fin au déséquilibre commercial gigantesque entre les États-Unis et l'Allemagne à cause des voitures. Il s'est jamais demandé
jamais dit que si les Américains faisaient des bonnes voitures, ça changerait peut-être. Bon, il n'a pas exploré cette voie en tout cas. Bon. Donc il est concentré là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'il a un projet au-delà. Et à la limite, si brusquement un jour, il disait après tout le temps, il y en a ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de payer 70%, je vais payer maintenant 20%, il serait capable de dire maintenant débrouillez-vous. Et si par un miracle extraordinaire, allons au-delà de nos analyses prudentes, quelques Européens disaient chiche, on est capable de relever le défi, dire débrouillez-vous les gars. C'est très paradoxal. Mais en tout cas, il n'est pas en train de retrouver un certain intérêt pour l'Europe tel qu'on employait ce mot valise pendant très très longtemps. C'est pas le cas. Il est sur une autre trajectoire. Pascal Boniface. Il ne fait pas de différence entre les rivaux et les alliés. C'est quand même paradoxal qu'il ait des meilleures relations avec Kim Jong-un qu'avec Angela Merkel ou Emmanuel Macron depuis quelque temps, puisque la période de câlinothérapie qu'Emmanuel Macron a mis en place est terminée et que maintenant il y a vraiment un plus grand affrontement. Donc c'est même pas l'Amérique d'abord, c'est l'Amérique seule. C'est l'Amérique et le reste n'existe pas. Et donc il prend les dossiers sans vision globale, avec seulement pour vision globale mettre fin aux déficits commerciaux et recréer de l'emploi aux États-Unis. Et là-dessus, d'ailleurs, lorsqu'il fait peur aux Européens en disant attention, je peux quitter l'OTAN, et que apeurés, effrayés, les Européens disent bon, non, ne faites surtout pas ça, on va augmenter nos dépenses militaires et donc on va acheter des armes supplémentaires aux États-Unis, eh bien, il a réussi son pari. Parce que l'objectif de 2% du PIB en matière de défense, eh bien, c'est quelque chose qui a été fixé de façon assez artificielle, juste parce que les Américains demandent à ce qu'on dépense plus, mais dépenser plus, c'est pour acheter, parce que de nos pays européens n'ont pas d'industrie de défense et qu'ils sont poussés à acheter américains. On peut dire la même chose dans les pays du Golfe ou dans les pays asiatiques. Donc là-dessus, effectivement, l'Alliance Atlantique, il n'a pas en fait compris, et son entourage lui dit, c'est que l'Alliance Atlantique n'existe pas pour les Européens. Au début, oui, mais même dès le départ, d'ailleurs, dès 1949, si les États-Unis créent l'Alliance Atlantique et rompent avec l'isolationnisme, c'est pas uniquement pour nous faire plaisir, c'est qu'il y a un défi nouveau qui se pose à l'Europe et qui se pose aussi aux États-Unis, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un pays seul, mais quelle que soit sa nature politique, et Kissinger l'a écrit, le fait que l'URSS soit communiste permettait une présentation plus facile, mais même si cela n'avait pas été, qu'un pays seul domine le continent eurasiatique était inacceptable pour les États-Unis. Et donc, c'est pour cela que Trump ne comprend pas que l'Europe, il a le sentiment que l'Amérique paye pour la défense européenne. Non. L'Amérique bénéficie de l'ensemble des achats européens aux États-Unis. Alors, sortir de la dépendance, très rapidement, Hubert Védrine, pour l'Europe, il y a une certaine urgence en guise de conclusion. Oui, mais j'ai fait une longue liste qui ne peut pas se traiter de façon urgente, puisque j'ai parlé d'une douzaine de puissances, d'entités, etc., par rapport auxquelles il faudrait se rendre moins dépendant. Il y a énormément de réponses. Il y a une réponse mentale, d'abord. Est-ce que c'est ça que veulent les Européens ? Est-ce qu'ils veulent, d'une façon ou d'une autre, contribuer à fabriquer une puissance européenne ? C'est une puissance pacifique, pas pacifiste, mais pacifique. Est-ce qu'ils sont d'accord ? Il n'y a pas de signe de ça pour le moment. On appelle à une stratégie européenne, en tout cas, c'est cela. La stratégie découlerait d'une prise de conscience. Il faut commencer par le mental, comme disent les sportifs, que Pascal connaît mieux que moi. Il y a une question mentale. Est-ce que les Européens veulent ça ? Ou est-ce qu'ils pensent qu'ils vont continuer dans leur bulle sympa, comme ça, tant bien que mal, sans avoir à re-rentrer dans l'histoire au sens large? Je ne suis pas sûr. Je serais très heureux. Je passais ma vie à raconter ça, Pascal aussi, mais on n'en voit pas tout à fait les signes. Après, le reste peut en découler. Si on arrivait à convaincre les gens, on l'a dit déjà, que si on n'est pas une puissance, on va dépendre de l'ensemble des autres et on va perdre la capacité de maintenir notre civilisation à nous. Si on arrive à... Après, tout le reste en découle. La stratégie, les moyens, et puis on va affronter les adversaires, et puis on va s'adapter à chacune des menaces, etc., etc. Ce déclic initial n'a pas encore eu lieu. Donc c'est pour ça que si tout ça peut y contribuer, tant mieux. Hein. Je suis d'accord avec les 12 défis que Hubert Védrine a listés. Ils sont importants. Et simplement, le problème, c'est que faire grossir la menace russe telle que nous le faisons vient occulter ces autres défis. Parce qu'en fait, on se trompe de cible. Au lieu de s'attaquer aux 11 défis, aux 12 défis que Hubert Védrine a cités, dont les GAFA, dont le terrorisme, etc. D'ailleurs, le terrorisme, on veut dire que la politique américaine a largement contribué à son développement. Et donc, en fait, on se concentre uniquement sur la menace russe, et ça occulte les autres défis sur lesquels, pour beaucoup d'entre eux, nous n'avons pas la même réponse ni les mêmes intérêts que les États-Unis.
des sujets à débattre. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et président de Hubert Védrine Conseil, et Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, son tout dernier ouvrage, Requiem pour le monde occidental, qui vient de paraître aux éditions Erol. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Marc Fichet et Nathalie Laporte. À samedi prochain. Merci beaucoup. Et le samedi suivant, vous faites quoi? Je vais parler, mais là, spontanément, je ne saurais plus vous dire. Le Pakistan. Voilà. Donc voilà, vous avez pu voir comment s'enregistrait, à défaut de... Enfin, voilà, une émission comme Géopolitique, où on est obligé, bien sûr, de retomber et d'être un peu avec le chronomètre, ce qui oblige à... Voilà, à pas approfondir certaines thématiques. Je pense que s'il y a des sujets que vous souhaiteriez, des questions à poser, vous avez tout le loisir de le faire avec un micro qui doit se promener. Monsieur est là derrière. Il y a une question ici devant. Levez bien la main pour que la personne qui a le micro puisse... On va peut-être prendre 2-3 questions qu'on va regrouper de façon à ce que... voilà, au troisième rang. Pardon. Alors, merci pour ce débat très intéressant. Je voudrais juste aller, comme on n'a pas eu le temps, d'aller un petit peu plus loin sur un sujet qui intéresse, évidemment, qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire, les Européens, pour justement GAFA, extraterritorialité, dollar? Est-ce que, on dit que Bruno Le Maire veut prendre une disposition. Est-ce que, sans attendre un consensus des 27 ou 28, est-ce qu'on peut avancer ensemble, ne serait-ce que des petits pas, et avec quel pays et dans quel domaine? On se souvient qu'après l'accord nucléaire iranien, on devait faire un instrument pour contourner les sanctions américaines. Il y a eu de la presse. Est-ce que ça a avancé? Bon, le dollar, pareil. Les Chinois commencent à vendre, les Russes. Est-ce que là, il y a un début d'action ou c'est uniquement du whims, comme on dit en anglais, un vœu pieux et on ne progresse pas? Est-ce que vous avez des informations? Comment on peut avancer dans ce domaine et qui va le faire et dans quel délai? Merci. Une autre question? Monsieur devant. Premier rang. Oui, bonsoir. Il semblerait, mais c'est peut-être tout à fait personnel comme jugement, que les Français soient les plus proches de l'idée d'ordre puissance et que ça soit très très mal partagé par tous nos collègues des autres pays européens. Quels sont ceux qui, à votre avis, pourraient être les plus proches de nous et nous aider à faire évoluer cette idée, puisque d'après les conclusions que vous venez de dire, ça serait la seule façon de prendre les problèmes à bras-le-corps. Une autre question, madame? Devant. Merci. Comment voyez-vous le suivi ou la position européenne par rapport à la décision de Trump, par rapport à l'Iran, par rapport à l'embargo, par rapport à l'Iran? Parce que la position européenne n'est pas claire pour le moment. Voilà, peut-être prendre ces 3 questions. Qui commence? Alors, en fait, une partie des 3 questions se rejoignent, puisque c'est bien sûr la décision de Trump, non seulement de casser l'accord nucléaire iranien, qui avait été négocié pendant 12 ans, dont à peu près tout le monde s'accordait à dire qu'il permettait d'éviter 2 scénarios catastrophes, c'est soit un Iran avec l'arme nucléaire, soit une guerre pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Donc le fait de casser cet accord est déjà grave. Mais plus grave encore, c'est de dire ceux qui veulent continuer à commercer avec l'Iran seront sanctionnés. Et donc, vous n'avez pas le droit, et c'est là où ça rejoint votre question, et où, finalement, il faut rendre hommage à Madame Mogherini, parce qu'on critique toujours un peu le service d'action extérieure diplomatique, et son idée de véhicule spécial pour permettre aux Européens de continuer à commercer avec l'Iran était une bonne idée. Bon, ceci étant, soyons réalistes, pour l'Iran, c'est trop tard, puisque Total, Peugeot et Air France, bien que le gouvernement français s'oppose à cette décision, sont partis. Et donc, c'est le coup d'après. C'est que là, on nous interdit de commercer avec l'Iran, puis demain, ce sera avec qui? Avec la Russie, avec la Chine. Donc, je crois que cette décision a été, en fait, une sorte de réveil brutal pour les Européens. Et moi, c'est un peu cette décision-là qui m'a donné envie d'écrire ce livre, parce que les Européens se sont tout d'un coup rendus compte que c'était plus tout à fait comme avant. Et qu'on n'était plus auparavant, y compris pendant la guerre froide, il y avait le COCOM,
on s'arrangeait pour savoir quels étaient les produits qu'on avait le droit d'exporter en Union soviétique et ceux qui étaient interdits. Mais il y avait au moins une négociation entre Européens et États-Unis. Là, brutalement, les Américains disent c'est fini, et sans aucune négociation. Donc il faut s'organiser pour faire le coup d'après. Et effectivement, par rapport à la question centrale qui est l'extraterritorialité, pourquoi je me rappelle, c'était le premier cercle franco-allemand qu'on avait fait en 2000-2001 près de Paris. Jean Mizitelli, ici présent, avait dit finalement, si on avait eu... On a l'euro parce qu'on n'a pas le dollar comme monnaie. Si on n'avait pas le dollar comme monnaie, on n'aurait pas fait l'euro. En matière de défense, le dollar, c'est l'OTAN, donc on ne va pas vers l'autonomie. Mais l'euro, on ne s'en sert pas assez. L'euro est moins utilisé, y compris dans les échanges intra-européens, qu'il ne l'était il y a quelques années. Donc il faut peut-être commencer à trouver une alternative au dollar et peut-être contribuer à dédollariser l'économie internationale parce que c'est ça qui donne un moyen de pression. Et on pourrait aussi, et le Bercy y réfléchit, créer, et essayer de convaincre l'Union européenne, créer un OFAC européen, un office de lutte contre la corruption, puisque les décisions extraterritoriales sont prises au nom de la lutte contre la corruption. Parce qu'au départ, c'est l'affaire Lockheed qui a déclenché un scandale, des pots de vin donnés aux Japonais, aux Européens pour acheter Lockheed. Donc, loi anticorruption. Et puis ensuite, les Américains se sont dit, oui, mais si nous, on fait une loi anticorruption et que nos concurrents ne la suivent pas, c'est une distorsion de la concurrence. Donc, on va faire une loi anticorruption pour les autres sociétés. Faisons la même chose, parce qu'on a aussi des choses à dire. Et ce qui donne, par exemple, l'espoir, c'est que lorsque les États-Unis ont alourdi les taxes sur l'acier et l'aluminium européen, l'Europe a pris des contre-mesures en taxant le whisky, les Harley-Davidson, etc. Donc on n'est pas forcément comme des agneaux qui vont à l'abattoir. On peut de temps en temps réagir. Sauf que là, sur l'Iran, c'est vrai qu'on peut essayer de sauver l'accord, mais que les sociétés françaises et européennes vont quitter les rangs parce que le marché américain est plus intéressant que le marché iranien. Mais c'est le coup d'après qu'il faut prévoir pour que ça ne soit plus possible. Alors, vous posez la question, monsieur, quels sont les pays qui peuvent suivre ? Effectivement, il y a des pays qui ne suivront pas. Il y a des pays qui, ça dépend qui est au pouvoir. L'Italie Salvini, non, mais l'Italie de Prodi peut le faire. L'Espagne de Rajoy, non, mais l'Espagne actuelle peut suivre. Ça dépend un peu. Bon. Et il y a des pays qui, historiquement, effectivement, seront toujours réticents. La Pologne, qui était prête à verser 2 milliards pour qu'il y ait une base militaire américaine, qu'ils étaient prêts à qualifier Fort Trump en Pologne. Bon, mais on peut partir à quelques-uns. Quand on fait l'euro, quand on fait Airbus, on n'est pas parti à 27, donc on peut partir à quelques-uns. Donc effectivement, la voie est très difficile, c'est pas du tout facile, mais il y a quelques exemples de réussite, et surtout, il faut un volontarisme très fort, parce que, tout simplement, ce que fait Trump, c'est une atteinte à notre souveraineté. Il reprend finalement la doctrine de souveraineté limitée de Brejnev. Puisque si je ne veux pas que vous commerciez avec tel pays, vous n'avez pas le droit. Je crois que historiquement, depuis 1945 ou depuis 1949, depuis que l'OTAN existe, jamais aucun président américain n'a été aussi attentatoire à la souveraineté des pays européens que celui-ci. Hubert Védrine. Dans l'idéal, il faudrait adopter une position européenne très très dure, sans sombrer par ailleurs dans une sorte de chaos neutralisto, pacifisto, qui fait que l'Europe, au bout du compte, serait encore plus dépendante de l'ensemble des autres prédateurs qu'aujourd'hui des États-Unis. Mais prendre une position très très ferme, dont on voit bien que les fondamentaux n'existent pas chez les autres Européens. Ça voudrait dire rendre coup pour coup, en fait. Donc se doter au niveau européen, mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait depuis 30 ans, des moyens de rétorsion. L'OFAC, c'est un très bon exemple. Avoir un OFAC. Adopter des lois extraterritoriales contre les États-Unis. Pas pour prétendre répandre la paix, les droits de l'homme et compagnie dans le monde entier, et puis après être obligé de reculer, comme l'ont fait les Belges, parce que ça ne marchait pas, mais en termes de rapport de force. Donc construire ça. Les GAFA, la première réponse, ça aurait été de faire des GAFA en Europe. C'est pas là où ça s'est passé. J'ai un souvenir d'ailleurs. J'avais organisé en tant que conseiller diplomatique la visite de François Mitterrand aux États-Unis en 84. Vous voyez, c'est un souvenir préhistorique. Et on avait été en Californie parce que déjà, on a des conseillers qui disaient il se passe des trucs, là, il y a des entreprises nouvelles. Bref, il y avait une sorte de rencontre de Mitterrand. Oui, on n'associe pas Mitterrand à ces choses-là, mais c'est intéressant. Dans la Silicon Valley.
Puis il y avait un gars chevelu qui s'était au fond, qui avait dit c'est formidable la France, c'est super ce que vous dites, j'adore votre pays, mais on peut rien y faire parce que c'est un pays écrasé par la fiscalité et la bureaucratie. En 84, c'était Steve Jobs. Je l'ai su après, je ne sais même pas d'ailleurs, tu ne dois pas savoir. Mais c'est quand les journalistes qui ont enquêté sur les voyages des autres présidents qui ont retrouvé, c'est Jobs qui racontait l'entretien, tout ça. Bon, donc on n'a pas été capable de faire les GAFA. Si on avait été capable de faire les GAFA en Europe, il ne suffisait pas que les Américains, je n'empêche pas, il aurait fallu que l'interprétation folle par la commission de l'idéologie de la concurrence, qui se préoccupe que de la concurrence intra-européenne et pas mondiale, ne nous empêche pas de bâtir ça. Problème qui n'est pas fini. Donc il aurait fallu se bâtir, mais l'histoire n'est pas du tout la même depuis 30 ou 40 ans. Et après, il faudra avoir des éléments de menace, de rétorsion, de dissuasion, puis après on discute. On discute, ça se terminerait par une sorte de compromis raisonnable où dans certains cas, en effet, les Européens et les Américains seraient d'accord pour lutter contre tel ou tel cas de corruption, mais pas que ça devienne en fait l'instrumentalisation sournoise et cynique d'une politique d'intérêt. Vous voyez, il y a quand même tout à fait un long chemin. En matière d'euro, pourquoi on n'a pas été au-delà? Alors si on écoute quelqu'un comme Trichet, il dit c'est quand même déjà formidable qu'on ait pu le créer, que l'euro n'est pas disparu, alors que l'ensemble des spécialistes anglo-saxons financiers pensaient que ça ne marcherait jamais. Ça a quand même marché, ça a tenu bon, ça a résisté, c'est toujours là. C'était plutôt un peu perfectionné ces dernières années. Il n'empêche que ce n'est pas devenu la monnaie, disons, de référence mondiale suffisamment. Est-ce qu'elle va y arriver avant que ce soit la monnaie chinoise? On n'est pas sûr. Donc ça dépend quasiment de milliards de décisions, disons de centaines de millions de décisions chaque jour, de gens qui se disent partout, vu l'état du monde, vu l'avenir, tout ça, et puis les décideurs financiers, ils passent pas des heures comme nous à décortiquer les situations. Hein. Ils prennent des décisions ultra rapides en fonction de leurs intérêts. Il faut qu'ils aient tellement confiance dans l'euro de demain et d'après-demain qu'ils se disent, après tout, c'est plus sûr. Ça nous met à l'abri d'eux. Parce que sinon, dans l'affaire iranienne, c'est tout à fait clair. Mais comme je redis, c'est pas parce que les Américains veulent nous embêter encore plus qu'avant. C'est parce que l'ensemble du système est numérisé, dollarisé, numérisé. Donc ils ont les mêmes intentions qu'avant, mais avant ça se limitait, et ça tombait sur une résistance européenne, comme dans l'affaire qu'on a rappelée du gazoduc russe en 82. Donc il y a un long chemin. En affaire d'Europe puissance, je suis désolé, mais Prodi et compagnie n'ont jamais rien fait. Jamais rien fait. Moi, je passais quand même des centaines, pour pas dire des milliers d'heures dans la machine par rapport à ça. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais vu d'autres dirigeants européens, jamais soutenir quoi que ce soit. Il faut remonter à Helmut Schmidt en 82, dans l'affaire du gazoduc. Schröder, dans la configuration qui a été rappelée. C'est à peu près tout. Et même ceux qu'on pense nos alliés, quand les Allemands nous énervent trop, on dit les Italiens, les Espagnols. Ça n'existe pas, en fait, sur ce terrain. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune demande, il n'y a aucune attente, même dans les élites. Et puis, l'ensemble des élites sont totalement fabriquées par ce dont on a rappelé les fondamentaux historiques, c'est-à-dire les décennies, disons, occidentales, d'alliance entre les deux. Les formations, les réseaux, les amitiés, les ceci, les cela. Donc, on n'a pas de relais, en fait. Donc, la seule solution, c'est même pas de chercher des alliances qui n'existent pas, c'est même pas la pédagogie qui n'aboutit pas. La preuve, on l'a fait depuis très longtemps, c'est la crise. Donc moi, j'en suis venu, je le dis à regret un peu, j'en suis venu à penser que sur un domaine bien choisi, je dirais pas lequel, mais un domaine bien choisi, à un moment donné, il faut que la France pose la question de confiance à quelques Européens clés en disant, vous voyez bien l'état du monde en réalité, vous voyez bien les États-Unis, vous pouvez prier pour que les États-Unis vous protègent, vous n'êtes pas sûr, vous n'allez pas vivre éternellement dans cette incertitude mortifère. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut... c'est pour ça que je reprenais l'idée de l'élargissement éventuel du traité de Lancaster House, de la proposition aux Allemands d'un élargissement à 3, pour qu'on en ait le cœur net. Mais il n'est pas exclu que les Allemands se défilent. Même si une partie des think tanks dit c'est le moment ou jamais, il faut évoluer, etc. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faut que la France, mais c'est pas du tout comme ça qu'on a raisonné depuis des décennies, se redise un peu toute seule. Qu'est-ce que je peux faire avec mes propres moyens? Et qu'est-ce que mes industriels peuvent faire avec quelques alliances ad hoc, sujet par sujet? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas excitant hein, comme conclusion. Mais moi, je ne peux pas croire au... On voit bien, on a des décennies d'expérience derrière nous. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de relais. Il n'y a pas de relais à l'idée d'une Europe puissance.
C'est le résultat de l'histoire. L'histoire est là. Voilà. L'histoire est là. On ne peut pas refaire l'histoire de 1914-1945 qui conditionne la suite. Et même si la Chine poursuit sa course, ce qui est probable, et même si elle elle pose un problème gigantesque, à ce moment-là, il faudra se battre pour qu'une grande partie des Européens ne disent pas il faut s'arranger avec eux, après tout, on va apprendre le chinois, et voilà. Donc, vous voyez, je durcis mes analyses au fil du temps. Plus il ne se passe rien, plus je durcis mon propos. Parce que je pense qu'il faut provoquer quelque chose, il faut réussir à alarmer, pas pour paniquer, il faut réussir à alarmer pour que les gens prennent conscience et soient disponibles pour une réaction qu'il reviendra sur la direction politique de formuler, de proposer. Il y a beaucoup d'autres questions. 2 ici, 4e rang, monsieur, et derrière, 3 rangs plus loin. C'est bon. Ah. Bonjour, Axel Krauss, je suis journaliste américain à Paris. J'ai appris il y a quelques jours une chose incroyable, c'est qu'il y a un caucus européen au sein de notre Congrès. C'est-à-dire il y avait un nombre, peut-être une vingtaine, surtout à la Chambre des députés, in the House, qui ont exprimé leur choc et leur colère contre une décision apparemment prise par le président de downgrade, et le mot en français c'est d'abaisser le statut diplomatique de la représentation européenne à Washington. Ma question elle est suivante. À l'époque de French bashing que nous avons tous vécu à l'époque concernant la guerre en Irak, l'ambassadeur français à l'époque, Jean-David Levitt, a mobilisé une campagne extraordinaire pour défendre la France et les décisions de la France vis-à-vis président Bush. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que de travailler peut-être plus activement avec le Congrès américain pour cette caucus, il y a une vingtaine de gens, il y a même un French caucus apparemment au Sénat et dans le Congrès, qui sont soi-disant là pour défendre les intérêts de l'Europe et de la France et de jouer un rôle plus activement sur place plutôt qu'à travers les médias, etc. Même CNN, les choses qu'on voit ici en Europe, il y a à peine 15% de ces reportages qui sont regardés aux États-Unis. Et de toute façon, le président regarde que Fox News. C'est là où il a pris... Tous les matins à 3 heures, il commence à s'informer. Et donc, nous connaissons tout ça par cœur. Mais ma question est, le contre-pouvoir aux États-Unis commence à se réveiller. Et je me demande si, je pose la question, est-ce que l'Europe a peut-être un rôle à jouer plus activement pour faire face au sujet ce soir, le défi Trump, le menace Trump, disons. Donc, travailler davantage avec le Congrès américain. Monsieur, juste derrière, ça vous ennuie de passer le micro, en fait, 2 rangs. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions respectives. Ma question est la suivante. J'aimerais vous interroger sur l'émergence plus ou moins remarquée ces dernières années de l'organisation de Shanghai. Est-ce que vous voyez dans cette organisation la naissance d'un nouvel acteur à part entière, et est-ce qu'on peut s'attendre à une réponse commune de la part de l'Europe et des États-Unis? Merci. Alors peut-être, voilà, monsieur, ça fera 3 questions. Oui, bonsoir. Juste vous demander votre appréciation de la situation sur le Brexit. Voilà, alors, on est là pour un certain temps. Je ne détaille pas. Alors, travailler avec le Congrès américain, l'organisation de Shanghai et le Brexit. Oui, Hubert Védrine. Alors, je commençais par la question de monsieur Axel Krauss, on se connaît bien depuis longtemps. Je connais un petit peu les fameux caucus. En général, il s'agit de représentants et de sénateurs dans les circonscriptions desquelles il y a des entreprises européennes qui ont créé des emplois. En général, c'est ça le lien, en fait. Mais ils sont quand même très minoritaires, ça ne va pas très loin, et ça ne va pas, disons, au-delà de cette mobilisation pour qu'il n'y ait pas une politique qui leur fasse perdre les emplois chez eux, quoi. Donc, ce n'est pas du tout un soutien à une politique française.
encore moins européenne quand on la trouve. Donc je ne suis pas du tout pour négliger ça, hein. Il faut évidemment s'en servir. Le travail qu'avait fait David était excellent à l'époque, bien sûr. Et les ambassadeurs de France font très attention à tout ça. Mais c'est évidemment pas du tout suffisant par rapport aux défis que nous avons à relever. Ou alors il faudrait prendre pied dans Fox News. Si vous avez une idée. Une sorte d'agent dans Fox News. Mais je ne pense pas que Trump ait une sorte d'aversion pour la chose européenne. Je pense qu'il s'en fiche, fondamentalement. Alors c'est presque... Est-ce que c'est pire? Non, c'est même pas forcément pire. Comparé à la longue incompréhension de Roosevelt, un immense homme d'État par ailleurs, hein, disons l'erreur totale de Roosevelt de diagnostic sur De Gaulle, et le fait qu'il a joué Vichy jusqu'au bout, et Giraud, et Darlan, et machin, et puis que les services américains aient continué à embêter De Gaulle autant qu'ils le pouvaient tout le temps, même quand il était président. Bon, à la limite, un Trump qui dit j'en ai rien à fiche, c'est moins pire d'une certaine façon si on était capable de s'organiser nous. Donc ça nous ramène à nous. Après, Shanghai. Shanghai, c'est autour de la Chine. Alors, pour moi, la réponse est un peu l'organisation de Shanghai. Pour les Chinois, avec cette ascension absolument prodigieuse qui est le résultat de l'efficacité du choix fait par Deng Xiaoping à l'origine, même si Xi a changé en disant qu'il pouvait assumer maintenant la puissance au lieu de la dissimuler un peu, ça dépend d'eux de savoir s'ils veulent aller vers une sorte d'empire britannique, nouvelle forme mondiale, les routes de la soie étant l'équivalent de ce qu'étaient les routes britanniques où il fallait contrôler Gibraltar et Chypre et Malte et le canal de Suez, bon, multiplié par 100, ça donne les routes de la soie chinoise. Bon. Alors soit ils se considèrent comme tellement forts, et ils sont devenus tellement mégalomanes chinois qu'ils n'ont même pas besoin d'habiller ça. Alors ils peuvent aller très très loin, et à ce moment l'organisation de Shanghai leur servira certaines fois pour faire critiquer les États-Unis, tout ça, mais je ne pense pas qu'il y ait d'alliance stratégique vraie de fond entre la Chine, l'Inde, la Russie, etc. Donc c'est un arrangement qui dépend uniquement de l'intérêt et du choix tactique chinois par rapport à ça. Est-ce qu'il peut y avoir une réponse homogène européenne et américaine? Bien sûr que non, sinon on l'aurait déjà par rapport à ça. Et la réponse occidentale, ce serait de dire aux Chinois, oui, c'est tout à fait normal de réformer les institutions qu'on a créées après 1945, compte tenu de votre place nouvelle, mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Notamment en ce qui concerne les quotes-parts au FMI, sans parler de l'élargissement du Conseil de sécurité, mais qui lui est bloqué autant par la Chine que par les États-Unis. Donc la réponse commune, je n'y crois pas trop. Ça nous ramène quand même à... C'est terrible à dire, mais on ne peut pas escamoter la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous en tant que Français? On peut plus s'en remettre à des leurres automatiques ou à des mots valises genre l'Europe. Bien sûr, c'est 1000 fois mieux si on a les relais, les leviers, les coalitions ad hoc, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a pas mal de cas où quand on prend les sujets, ça ne nous dispense pas d'être courageux tout seul, en fait. Quant au Brexit, il faut se projeter au-delà de regarder tout ce qui a été dit en pure perte depuis très longtemps. Tout le monde a parlé du Brexit. Ça n'est absolument creux. Il reste que de la poussière de tous ces commentaires sans fin. La seule chose, c'est que nous avons un intérêt, pour les raisons que nous exposons, Pascal et moi, depuis le début, nous avons intérêt à garder une relation étroite avec la Grande-Bretagne de demain, quelle qu'elle soit, notamment à travers Lancaster House, parce qu'en dépit des désaccords historiques sur 1000 sujets que tout le monde connaît, il y a des éléments communs qu'on pourrait trouver dans la coopération avec la Grande-Bretagne de demain qu'on ne trouvera avec aucun autre, jusqu'à ce que l'Allemagne ait suffisamment évolué, ce qui n'est pas encore le cas. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse aujourd'hui que la micro-analyse de la millième péripétie sur le Brexit. Et qu'est-ce qu'on fait après, vous voyez? Oui, sur ce sujet, la coopération militaire qu'on a avec les Britanniques ne dépend pas de la participation de la Grande-Bretagne ou à l'Union européenne. Donc on peut continuer, et je pense que c'est une clarification. Il faut mieux que les choses soient claires, plutôt que la Grande-Bretagne soit dans l'Union européenne tout en voulant sortir, sans savoir, etc. Si le Brexit a lieu, très bien. Et une fois encore, c'est vrai que on est des deux seuls pays européens à avoir une vision extravertie de la sécurité, ce que n'a pas encore l'Allemagne, effectivement. Mais le Brexit n'a pas d'impact sur la coopération militaire franco-britannique. Pour reprendre la question d'Axel, bien sûr, on a des alliés aux États-Unis, mais le fait que l'on s'organise, c'est-à-dire que souvent aux États-Unis,
quand l'Europe parle d'autonomie stratégique, c'est vécu comme étant quelque chose dirigé contre les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Il y a des Américains qui le comprennent, effectivement. Et je veux dire, Nixon, par exemple, puisque Hubert y faisait référence, a bien compris que la volonté d'autonomie de Gaulle n'était pas du tout dirigée contre les États-Unis, mais pouvait au contraire renforcer. Et c'est d'ailleurs un peu dramatique que De Gaulle et Nixon n'aient pas été au pouvoir au même moment, parce que la relation franco-américaine aurait été profondément bouleversée. Et donc l'autonomie européenne, elle est quoi? Elle n'est pas contraire aux États-Unis, elle est contraire à la dépendance. Et donc on peut très bien travailler avec les États-Unis en étant autonome, et on décide quand on le fait pas sous la contrainte. D'ailleurs, on voit par rapport pour la question de Shanghai, Trump et les Européens ont quelque chose en commun, c'est de dire que la Chine ne respecte pas tout à fait les règles du fair play en matière commerciale. Mais au lieu que Trump s'adresse aux Européens en disant « ensemble, on va peser plus pour établir un nouveau rapport de force avec la Chine », il fait des sanctions sur la Chine, il le fait également sur l'Europe. Du coup, tout le monde réagit et on perd une occasion. Et donc, là aussi, par rapport à l'attitude que l'Europe doit avoir par rapport à la Chine, puisque la montée en puissance de la Chine est certainement le défi stratégique majeur pour les années à venir, si l'Europe ne trouve pas une réponse commune, si le 16+1 permet à la Chine de nous diviser, eh bien, on va aller un peu, on va s'affaiblir nous-mêmes. Mais là encore, on a intérêt à définir une politique européenne avant de définir une politique atlantique et de voir si la politique européenne et la politique atlantique sont communes. Parfois, cela peut l'être, parfois, ce n'est pas. Or, trop souvent, on a plutôt tendance à avoir une politique atlantique qui nous est imposée avant qu'on ait pu définir une politique européenne commune. Voilà, je crois que c'était les trois questions posées. Il nous reste voilà, un peu moins de 10 minutes. Monsieur, troisième rang, et monsieur debout. Alors, je ne suis pas regardé derrière, pardon. Ah, il y a quelqu'un. OK. Merci. Autre terrain, Moyen-Orient, ne pensez-vous pas que, vu la décomposition actuelle du Moyen-Orient, la France a une certaine urgence à reconquérir une certaine autonomie dans la définition de sa posture à l'égard de l'Arabie saoudite, de l'Iran, du Yémen, de la Syrie, étant donné que pendant plusieurs années, la France s'est alignée jusqu'à caricature sur la posture américaine pour des bénéfices, pour ce qui la concerne, à peu près existants, et pour perdre, au contraire, localement, un poids où elle est finalement acteur secondaire sous le dossier syrien, où ce sont les Russes, les Turcs et d'autres qui discutent, et nous ne sommes que des gens d'appoint. Nous aurions peut-être là l'occasion d'affirmer une autonomie. Il faudrait peut-être qu'on ait une stratégie, mais ça c'est autre chose. On en revient au même problème. Monsieur, et donc, troisième question, là, ici. Bonjour, Daoud Khan, fondateur de Fédéral Europe. Je pense que dans cette période où l'Europe se cherche, on pourrait peut-être revenir aux fondamentaux, et notamment à la CED. À l'époque, il s'agissait de faire une Europe de la défense sérieuse, la Communauté européenne de défense. Et à terme, je pense que le temps est venu maintenant de se poser la question d'un État fédéral. Les Suisses, pendant très longtemps, n'ont pas voulu d'État fédéral. Ils étaient comme nous. Il y avait des Allemands, des Italiens, des Français. Ils n'en voulaient pas. Mais l'histoire a fait qu'ils ont été forcés de le mettre en place. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'Union européenne n'est plus viable dans sa forme actuelle. Le prochain candidat au départ, c'est peut-être l'Italie. L'euro, compte tenu de la situation italienne, je ne pense pas que ça pourra durer encore des décennies. Donc la priorité pour nous, c'est de faire un État fédéral européen. Et cet État, il faut le commencer avec les Français et les Allemands, c'est-à-dire utiliser la méthode Schuman, mais cette fois au plan politique et militaire. Merci. Voilà, troisième question ici, je crois que c'est... Voilà, merci. Bonsoir. Je voulais savoir si vous pensez que sortir de notre situation de dépendance face aux États-Unis... On n'entend pas. Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui. Je voulais savoir si vous pensez que sortir de notre situation de dépendance face aux États-Unis pourrait être un moyen de contrer la montée du populisme en Europe dans la situation actuelle. Hubert Védrine. On a fini les questions là? Oui. Enfin non, mais le temps nous impose d'avoir fini avec les questions. Ah, le temps. Je vais commencer par la dernière question. Pour moi, le populisme n'est pas un virus extérieur qui attaque un organisme sain. Ça traduit
l'effondrement de la confiance des classes populaires, puis des classes moyennes, dans les élites qui ont conduit la mondialisation telle qu'elle a été. Et là, il faudrait distinguer avant la financiarisation à outrance et après, d'ailleurs, et la construction européenne. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que une politique, imaginons une espèce de politique gaulliste, je rêve totalement là, politique gaulliste à l'échelle européenne face aux États-Unis d'aujourd'hui, est-ce que ça réduirait le populisme tel qu'il est? Je suis même pas sûr en fait. Je suis même pas sûr. En plus, c'est très compliqué parce que les références que l'on prend souvent, par exemple le gaulo-mitterrandisme, c'est un monde qui a disparu. C'est un monde dans lequel il n'y a pas d'information continue, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas la connexion instantanée, il n'y a pas cette espèce d'exigence vengeresse de démocratie instantanée continue contre la démocratie représentative. C'est tout à fait un autre monde en fait. Donc je ne sais même pas si ça fonctionnerait. Donc moi je suis pour réduire la dépendance de l'Europe par rapport aux États-Unis et aux 12 autres que j'ai énumérés. Oui, je suis pour ça. Je ne sais pas si ça traite la question du populisme, qu'à mon avis, il faut traiter à coup de participation, de démocratie participative à haute dose, sinon on sera submergé par la démocratie directe, qui est la dictature de tous sur chacun. Et comme c'est technologiquement possible, que vous soyez interrogé chaque matin sur est-ce que vous rétablissez la peine de mort ou pas. Alors oui, il y a un crime atroce, toc, je rétablis la peine de mort. Le lendemain, vous dites, mais c'est pas du tout mes idées, qu'est-ce qui m'a pris? Toc, j'abolis la peine de mort, etc. etc. C'est technologiquement possible. C'est le chaos absolu. C'est la dictature de tous sur chacun. Il n'y a même pas un tyran qu'on puisse assassiner, parce que c'est tout le monde le tyran. Donc je pense qu'il faut lutter contre ça vigoureusement, pas une démocratie participative intense, mais c'est un autre sujet. Bon. La CED, j'ai pas du tout la même analyse historique. Je pense que la CED est une invention très astucieuse pour faire avaler aux Français le réarmement allemand que les Américains demandaient. Ils disaient, vous demandez de revenir, de vous défendre par rapport à la menace soviétique, il faut quand même mettre les Allemands. Les Français disent, ah non, jamais, plutôt mourir. Bon. Alors donc ils cherchent une astuce, et ils inventent quelque chose qui est une espèce d'idée, disons, européo-pentagonaise, en disant on va mettre les Allemands dans un truc CED, tout ça, et ça va passer aux yeux des Français. Ça marche pas, parce que Mendes et compagnie disent non. Les Américains en ont marre après, ils nous ont écouté, ça suffit comme ça, donc on met les Allemands dans l'OTAN et c'est tout. Donc c'est pas l'extraordinaire occasion européenne manquée, à mon avis. On peut en débattre, parce que plein de gens en débattent depuis très très longtemps, mais c'est juste pour vous dire que je fais une analyse historique différente sur ce point. Quant à l'aspect fédéral, tentez votre chance. Je veux dire, il y a absolument aucun soutien à l'idée fédérale en Europe. Aucun. Il n'y a même pas de parti fédéral en Belgique. Ça pourrait être une façon de survivre pour eux, mais bon, il n'y a même pas ça. Alors, si ça consiste à dire que, comme la Commission l'a longtemps cru, qu'elle-même ne croit plus, hein, qu'elle va devenir une sorte de gouvernement de l'Europe, les États devenant des sortes de régions, etc., etc., ce n'est soutenu par personne. Dans les opinions publiques européennes, vous avez encore des pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droit, minoritaires à peu près partout, mais qui sont quand même toujours là. L'option fédéraliste existe dans les think tanks, un petit peu dans les journaux économiques, dans 2-3 micro-groupes, mais c'est tout. Ça n'existe pas dans l'opinion. Et aucun traité de nature un peu fédérale passera, nulle part. Donc je pense que c'est une perte de temps par rapport à ça. À l'autre bout, vous avez les anti-européens que les médias ont tort d'appeler eurosceptiques parce qu'ils ne sont pas sceptiques, ils sont hostiles. Et au mieux, il y a tout un paquet, et notre avenir se joue là, de gens qui sont devenus sceptiques, pas forcément hostiles, découragés par des promesses non tenues ou exaspérés par ce que Juncker lui-même, le président de la Commission, appelle la réglementation à outrance. Je pense que l'avenir se joue plutôt là que dans l'idée fédéraliste. Mais moi, j'empêche personne de tenter ça. Sauf si le fédéralisme, on en enlève la dimension, on va dépasser les méchants États-nations, on pourrait créer un pouvoir au-dessus de ça. Si c'est pas ça, si ça consiste simplement à dire, en termes de subsidiarité à la Delors, il faut clarifier mieux ce qui est fait au niveau européen, ce qui est fait au niveau des États-nations et au niveau local, c'est bien. Si c'est juste une clarification, ça éviterait la confusion générale et que les anti-européens ou les pro-européens parlent comme si l'Europe, un jour ou l'autre, allait absorber tout, ce qui fait d'elle la cible de tous les mécontentements et ce qui la tue à terme. Donc c'est très 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 dangereux de raconter sans arrêt que l'Europe va faire ceci, cela, etc. Donc il faut clarifier, subsidiariser.
Si c'est un fédéralisme de répartition, c'est jouable. Si c'est le fédéralisme de grignotage des souverainetés, ça ne marchera pas, à mon avis. Hein. Quant au Moyen-Orient, c'est pire que ce qu'indique la question, puisqu'en fait, plus personne ne contrôle rien, et que je ne pense pas qu'il y ait une opportunité pour la France, même si elle avait une stratégie, etc., pour se remettre dans le jeu, je ne sais pas comment. En réalité, les Occidentaux n'ont plus le contrôle, les pays de la région sont incapables eux-mêmes de trouver une issue à la situation. Il faudrait une sorte d'accord de coexistence pacifique entre les Iraniens et les Saoudiens, les sunnites et les chiites, les sunnites entre eux, puisqu'il y a la bataille après entre les Turcs, etc. Personne n'est capable de l'imposer. Hein. Les traités de Westphalie qui ont mis fin aux abominables guerres de religion qui étaient dans le genre Daesh en Europe, ils ont été obtenus parce qu'il y avait un génie absolu de la stratégie qui était Richelieu, poursuivi par Mazarin, que la puissance française était énorme à l'époque et qu'ils ont réussi très habilement à organiser ça, ce qui a fourni les bases des relations entre États pendant quelques siècles après. Il n'y a pas ça au Moyen-Orient. Donc malheureusement, le scénario le plus probable au Moyen-Orient, c'est que les choses se poursuivent sans que personne gagne entièrement, avec des aggravations, des pauses, des améliorations, des changements tactiques, jusqu'à ce que par une sorte d'épuisement, mais pas grâce à l'intervention des Européens ou des Chinois ou des Russes ou je ne sais qui, ou des Américains, et par épuisement, les peuples de la région cherchent une sorte de coexistence. Mais je crois que le long cycle des interventions qui ont commencé il y a très longtemps, qui ont été parfois utiles, enfin souvent malheureuses quand même, et je pense que c'est fini, ça. Alors que la France réussisse à jouer un rôle astucieux sur quelques points, il est évident, par exemple, si on pouvait faire en sorte que le malheureux peuple yéménite souffre moins, ça serait beaucoup mieux, vous voyez, par rapport à ça. Si on arrive à faire en sorte que l'idée de la solution à 2 États survive un peu, oui, c'est très bien tout ça, je suis archi pour, j'ai passé un temps fou de ma vie à faire des choses comme ça, mais on n'a pas les moyens de reconfigurer, on ne va pas refaire ça ex-pico en plus intelligent. On n'a plus les moyens de ça. Mais personne d'autre ne l'a à notre place. Personne nous a volé ce rôle. Oui, rapidement sur cette question-là, il y a toujours pour beaucoup, c'est l'occasion manquée si on avait bombardé la Syrie en 2013, etc. Je crois que c'est une illusion, c'est une façon de... On l'a vu, on a bombardé la Syrie 3 ans plus tard, ça n'a rien donné. Et donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Je rejoins Hubert là-dessus. Même si on est sur le processus le récessus, parler de processus de paix est une hypocrisie sans nom. Sur le récessus de paix israélo-palestinien, on est moins actif qu'avant, mais il y a beaucoup de découragement, etc. Sur le fédéralisme, c'est un rêve pour certains, mais ça n'embraye pas. Donc il y a quand même, et c'est pas le mouvement pour l'instant. Il faut plutôt essayer de ne pas développer l'hostilité à l'Europe. Et je ne pense pas que mettre en avant le fédéralisme soit le meilleur moyen de le faire. Et ça peut, au contraire, peut-être être contre-productif. Mais bon, c'est un débat. Et je sais que certains sont attachés au fédéralisme, mais je ne suis pas sûr que dans l'étape actuelle, ça soit la chose à mettre en avant. Et par rapport à la dernière question qui a été posée, à la fois, c'est vrai qu'il faut à la fois l'autonomie et lutter contre les mouvements illibéraux en Europe, mais c'est pas tout à fait lié. C'est-à-dire que si Salvini prend le pouvoir en Italie, si Orban est en Hongrie, ça n'a rien à voir avec Trump, ça n'a pas à voir grand-chose avec l'autonomie stratégique européenne, parce que c'est des mouvements nationaux qui ont leurs racines nationales, et à la fois c'est des racines nationales sur un fond global qui traverse les pays européens. Mais néanmoins, c'est vrai que si de nombreuses populations se sentent un peu éloignées par rapport au sentiment européen, c'est qu'ils estiment que l'Europe ne donne pas assez, qu'elle ne fournit pas assez. Et montrer que l'Europe peut avoir un discours plus fort sur certaines choses pourrait être une façon, quand l'Europe lutte contre l'évasion fiscale des multinationales, elle redonne un peu un sens à son action, et du coup, elle peut refaire un peu du soutien à ce qu'elle fait. Et c'est pour cela que le développement des mouvements illibéraux n'est pas lié à l'autonomie stratégique européenne, mais plus d'autonomie et plus d'action pourraient peut-être contribuer à reconstruire un fil entre une partie des opinions et la construction européenne. Merci beaucoup. Je vois que... Merci à toi. Je vais juste vous demander 2 secondes pour prendre une... Oui.